Bienvenue dans ce deuxième épisode du forum Savoir et Agir. Je rappelle que le tout premier est disponible sur X. Il a été enregistré l'année passée lors d'un space sur les questions d'économie minière. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec un nouvel intervenant, un invité. Pamphile, bonjour. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Oui, c'est également un honneur pour nous de vous recevoir dans ce forum qui se lance nouvellement encore sur les réseaux et partout pour donner la parole aux jeunes visionnaires de l'Afrique et plus précisément aux Congolais. Je rappelle que Pamphile est chercheur en relations internationales, il est passionné de commerce international et de géopolitique. C'est un jeune engagé pour le développement de l'Afrique sous son slogan qu'il va bientôt popularisé, c'est une autre Afrique est possible. D'ailleurs, c'est ce qui va lancer cette discussion qui, je le pense, sera très enrichissante pour nous les auditeurs. Pamphile, pourquoi cette motivation à vouloir relever l'Afrique et pourquoi cette croyance selon laquelle une autre Afrique est possible? C'est une question centrale qui doit nous obséder en tant que jeunes. Parce que nous sommes dans un cadre où nous avons tellement de richesses, nous avons tellement de talents, d'énergie, mais nous vivons dans la pauvreté, dans la misère, et c'est révoltant, c'est inacceptable. Ce qui me motive, c'est le fait de savoir que nous pouvons faire autrement, que nous pouvons mener des actions qui vont conduire à des résultats différents. Et c'est pour cette raison, avec cette confiance en notre peuple, en notre capacité à faire différemment, que je m'investis pour essayer de mobiliser, de parler aux gens pour leur dire que nous pouvons faire différemment et justement construire cette nouvelle Afrique. D'accord, c'est déjà même une perche tendue pour le premier point de notre épisode, qui est l'état plutôt du continent africain. Tu vas nous faire une sorte de revue pour pouvoir introduire les différents défis que tu as pu relever et sur lesquels tu vas sensibiliser aujourd'hui dans cet épisode. Alors, comment tu décris le continent africain aujourd'hui? Le continent est dans une dynamique progressive, avec une croissance économique soutenue. La moyenne de la croissance africaine entre 2000 et 2020 est à 4,6%. Seul le continent asiatique fait mieux avec 7,4%. Ce qui montre que nous sommes la deuxième région la plus dynamique sur le plan économique, mieux que l'Europe et les États-Unis. Waouh, c'est une statistique que beaucoup ne connaissent pas. Que beaucoup ne connaissent pas parce qu'il y a beaucoup... parce que cette croissance économique ne s'est traduite malheureusement pas par l'amélioration des vies des Congolais et des Africains en général. Mais il y a de la croissance. Il y a d'ailleurs un chiffre très intéressant qui les montre. Le PIB africain, les produits intérieurs bruts, a triplé depuis le début de ces siècles. Ok, waouh, ça en fait quand même. Malheureusement, cette croissance ne s'est pas traduit par la création de l'emploi et par l'amélioration des conditions de vie des Africains. Oui, exactement. Et c'est justement les facteurs que je vais relever dans le défi avec le devoir de la transformation économique qui pourra justement se traduire par l'amélioration des vies des populations. Mais aujourd'hui, nous avons une croissance qui est portée par l'exportation de matières premières à l'état brut, mais qui ne se traduit pas par l'amélioration de conditions de vie qui ne créent pas des opportunités économiques. Il y a un chiffre intéressant aussi, mais en même temps révoltant. Sur les continents, nous avons 70% de l'emploi qui est précaire. La question de la précarité de l'emploi, c'est qui conduit à la pauvreté et à la précarité sociale en général. Il y a des difficultés économiques. Ce sont des statistiques assez troublantes, mais comme tu as dit, alarmantes, parce que ça nous permet d'observer la différence entre l'évolution sur papier, si je peux le dire ainsi, et les conséquences réelles de cette tout à fait, parce que nous avons des hommes politiques qui brandissent la croissance économique comme étant un succès. Mathématiquement, ils n'ont peut-être pas tort, mais il faut regarder le contenu de la croissance en soi. Est-ce que cette croissance est inclusive?
Voilà. Est-ce qu'elle permet aux populations de vivre mieux? Eh bien, pour l'instant, la réponse est non. Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, surtout sur le fait que ce soit très très contradictoire, parce que on doit quand même rappeler que les premiers bénéficiaires d'une croissance économique, c'est la population Tout à fait, il faut se africaine et battre pour congolaise. l'inclusivité de la croissance, Oui. pour que celui-ci puisse se traduire par la création de la richesse et l'amélioration de conditions de vie des populations. Voilà, exactement. Alors face à tout ce constat et toutes les statistiques évoquées, des PIB qui ont triplé, des statistiques qui démontrent le dynamisme de l'Afrique, vous l'avez dit, deuxième dynamisme. Zone la plus dynamique Voilà. en termes de vitalité économique et de croissance. Ok, donc quels sont les défis alors que vous avez relevés et que cette génération, ou alors auxquels cette génération fera face dans les années qui suivent? La nouvelle génération a 2 défis à relever. Ok. Le premier, c'est bâtir des États forts. Des États forts, qu'est-ce que ça veut dire? Des États qui sont capables de financer les services de base, à savoir la santé et l'éducation. Ok. Des États qui sont capables d'assumer la souveraineté, capables d'assurer la sécurité des personnes, de protéger les populations de menaces extérieures et intérieures. Ok. Des États qui sont capables de bâtir un cadre stable qui permet aux énergies de créer de la richesse, de exploiter leur potentiel, leur talent dans un cadre serein, avec un État qui justement accompagne cette énergie productive, ce qui permet d'aller vers un avenir de prospérité partagée. Ok. Et actuellement, vous trouvez que ces États forts en Afrique n'existent pas, ou alors c'est pas assez pour l'instant? Actuellement, sur le continent, nous faisons face à des États faillis. Ok. Si nous prenons le cas de notre propre pays, c'est un État qui a du mal à financer l'éducation, la santé, même sur des questions régaliennes. L'État peine à assumer la souveraineté, ce qui prouve qu'en soi, nos États ont dépéri. Oui. Pour plusieurs raisons, notamment la mauvaise gouvernance, la corruption. Oui. Et c'est à toutes ces questions que nous devons apporter des réponses efficaces en vue de créer des États forts. Parce que je vais évoquer des menaces un peu plus tard, qui montrent que si nous ne bâtissons pas des États forts, qui sont capables de protéger nos populations, d'assumer notre souveraineté, nous allons revenir dans un cadre d'impérialisme et d'exploitation. Ok, c'est super. Alors, je rappelle que vous avez évoqué comme premier défi bâtir des États forts, parce que nous sommes, nous connaissons maintenant des États faillis, comme vous les avez nommés. Tout à fait. Et plus précisément, la situation de la RDC le démontre encore, avec tout ce qui se passe maintenant, surtout sur le plan sécuritaire, la santé, l'école, tout ça. Oui, surtout à l'est du pays. Et c'est déjà un grand défi, premier défi à relever. Quel est le deuxième défi alors que vous avez répertorié? Le deuxième défi, c'est la transformation économique. Okay. Parce que nous avons commencé par faire un état des lieux où nous avons montré que nous avons de la croissance. Mais cette croissance ne se traduit pas par l'amélioration des conditions de vie des populations. Okay. La nouvelle génération doit relever ces défis, à savoir transformer structurellement nos économies. D'accord. Et ceci s'est traduit concrètement par l'industrialisation, par le développement d'un secteur fort sur le plan de services, par la transformation de nos ressources sur notre propre territoire, par nos populations, ce qui va redynamiser l'économie et ce qui va nous permettre justement de nous battre contre ces fléaux de la pauvreté et de la misère. D'accord. Je pense poser la question plus tard de comment il sera question de relever tous ces défis. Mais pour l'instant, je vois que les défis que vous évoquez sont notamment sur, la sécurité des États et la réforme économique, vous avez dit? La transformation économique. Ok, la transformation économique. Mais nous sommes à une époque où on parle beaucoup des impacts du changement climatique.
Et on voit que la forte industrialisation, surtout en Europe, en Chine et dans les autres pays, a beaucoup de conséquences. Comment envisager cette question de transformation économique tout en tenant compte de cette question du changement climatique? Ça, c'est la grande question. Pour ma part, je pense que c'est le plus grand défi de notre époque. Ok. Et nous devons nous rassembler, tous les pays du monde, pour protéger notre maison commune. Et l'Afrique doit tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays. L'Europe, la Chine, l'Inde, le Brésil, ce sont deux pays qui se sont transformés structurellement, Oui. mais au détriment de la planète. Ok. Et l'Afrique doit tirer des leçons par rapport à cela et promouvoir un développement économique respectueux de l'environnement. Et ça passe par la promotion des énergies renouvelables, où nous avons un potentiel énorme. Et ça passe également par une production qui ne s'attaque pas à l'équilibre de l'écosystème, D'accord. à la complexité de la biodiversité. Ok. Donc, protéger nos parcs, nos forêts. Nous devons aller dans une économie qui vise bien sûr la création de la richesse, mais en même temps réfléchir sur la protection de ce qui nous permet de vivre sur cette terre dans de bonnes conditions. Ok. Oui. Donc, selon vous, il n'est pas encore trop tard pour sauver, disons, l'Afrique de toutes les catastrophes qu'évoquent les statistiques aujourd'hui, que ce soit le taux de déplacement, que ce soit tout ce qui se passe aujourd'hui, inondations et tout ça. Il n'est pas trop tard pour sauver l'Afrique. Les conséquences du changement climatique aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, sont irréversibles. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les GIEC. Oui, exactement. Les groupes d'experts qui traitent de ces questions-là. Mais l'Afrique peut éviter à ce que nous puissions sombrer dans la catastrophe généralisée. Oui. Et pour ça, nous devons promouvoir une industrialisation, un développement économique respectueux de l'environnement. Ah, d'accord. Dans tout ce changement qui pourrait être amorcé lorsque on pourra relever les défis que vous avez évoqués, notamment bâtir les États forts, la transformation économique, quelle est la place de la politique dans toute cette dynamique de changement? La politique, c'est le centre de gravité où un peuple se rassemble, trouver des solutions collectives à des défis qui s'imposent. Ok. Et la politique va jouer un très grand rôle. Mais nous sommes mal partis parce que la classe politique actuelle étant assez éloignée des populations, ceci a créé une forme de fracture. Oui, exactement. Et les gens se disent finalement c'est tous les mêmes, c'est des voleurs, c'est des aventuriers. Il n'y a pas de pont réaliste entre la population et les politiques. Tout à fait. Il y a une crise de confiance. Et ça, c'est un problème sérieux. Oui. Et pourtant, la politique, c'est les centres de gravité. C'est là que nous allons nous retrouver pour dire qu'il y a des solutions à promouvoir pour développer notre pays, notre Afrique. Et la nouvelle génération doit se réconcilier avec la politique en étant elle-même acteur de la transformation de cette scène politique, en faisant la politique différemment. Et faire la politique différemment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est apprendre que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour servir son pays. C'est pour incarner l'intérêt général. Et non pour des raisons personnelles, pour des raisons d'accumulation de la richesse et tout ce qui va avec. Ceux qui veulent créer... ceux qui veulent avoir suffisamment de moyens, ils peuvent faire du business, des affaires. Mais la politique, c'est un monde de services. Et la nouvelle génération doit réintégrer cette idée dans notre société. Sinon, nous sommes mal partis. L'autre facteur important, la politique, on ne la fait pas en critiquant tout simplement l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont au pouvoir. Ah oui, c'est le buzz. Qui sont dans l'enrichissement personnel, l'irresponsabilité. Mais nous avons dans l'opposition des gens qu'il ne faut qu'insulter, critiquer, mais qui ne proposent rien du tout. Voilà, on ne fait que pointer du doigt, mais il n'y a pas de solution proposée. Il n'y a pas de solution. Ce qui nous appelle à
modifier tout cela. C'est notre responsabilité, faire de la bonne politique en nous rassemblant pour travailler sur un projet collectif, efficace, qui va nous permettre de vivre mieux. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes à un moment décisif où il y a une menace notamment démographique, nous pouvons en parler. Et si nous ne répondons pas présent, si nous ne relevons pas les deux défis que j'ai mentionnés, nous allons nous retrouver demain dans une civilisation décadente. Ok. Pamphile, est-ce que vous aspirez à une carrière politique dans votre vie ici au Congo? Si j'ai l'occasion de servir mon pays, je ne la raterai pas. Ok. Et qu'est-ce que vous diriez si vous êtes en face d'un jeune qui y aspire, mais qui est déjà, disons, découragé d'avance et se dit que ça ne marchera pas? Qu'est-ce qui fait en fait la différence dans votre mentalité? Pourquoi vous pensez que c'est possible de redynamiser cette politique de façon positive et surtout dans le but de développer encore plus l'Afrique? C'est que je peux dire à ces jeunes qui doutent, qui se disent que c'est peut-être foutu parce que les indicateurs qui sont devant nous sont inquiétants. Ce que je peux dire à ces jeunes, nous sommes majoritaires. Okay. Aujourd'hui, la population africaine est majoritairement jeune. Et si tous ensemble, nous nous mobilisons, il y a de quoi renverser la vapeur. D'accord. Je lui dirais que ne sois pas découragé, il faut y aller. Mais pour ça, il faut que nous tous ensemble, que chaque jeune puisse croire que c'est possible. Okay. Que chaque jeune, par ses capacités, par ses talents, son potentiel, puisse dire que c'est que je vais mettre sur la table pour essayer de participer à la construction d'une nouvelle Afrique. Voilà, ok, exactement. C'est une question en fait qui revient parce que la jeunesse, entre guillemets, congolaise surtout, est très désespérée. On a déjà beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés qui dominent. Déjà, quand on voit quelqu'un faire la politique, on dit « Ah, il va s'enrichir » et tout ça, il s'en fout un peu. Alors que vous venez d'évoquer le fait que la politique doit être au service du développement. Ce n'est pas que la politique vient et essaye de profiter de tout ce qui se passe pour s'enrichir encore plus, mais ça doit être au service. C'est comme une sorte de... C'est en fait ça qui va booster tout ce qui est envisagé pour pouvoir relever tous les défis notamment que vous avez évoqués. Exactement, c'est le seul cadre où nous pouvons nous retrouver tous ensemble, entrepreneurs, tous les acteurs, la société civile, des syndicats. C'est le seul cadre où nous pouvons nous retrouver pour parler un langage, un projet et agir tous ensemble. Ok, d'accord. Super, très bien expliqué. Je pense que les auditeurs se retrouvent vraiment dans tout ce que vous avez évoqué. C'est clair, vous comprenez absolument tout ce que vous dites. Alors, quelles sont les pistes de solutions concrètes pour relever les défis que vous avez donnés? Je rappelle, bâtir des États forts et également relever le défi de la transformation économique. Alors, quelles sont les solutions proposées? Tout à fait. La difficulté... En ce qui concerne le continent africain, toutes les questions sont en tension. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les secteurs requièrent des réponses rapides. Tout est urgent. Et dans cet engrenage, dans cette complexité, si on ne sait pas par où commencer, c'est que la vision n'est pas bonne. Et moi, je pense que nous avons un point de départ. Le point de départ, c'est la transformation en partant du secteur agricole. D'accord, ok. Je pense que nous devons commencer par nous mobiliser en faveur de l'augmentation de la productivité agricole pour réactiver les circuits économiques. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons un potentiel immense dans ces secteurs-là, avec 80% de terres arables du monde. C'est un chiffre... je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous avons énormément de potentiel dans ces secteurs-là. Et nous avons une main-d'œuvre qui est présente dans ces secteurs-là. 2/3 de la population active en Afrique, c'est-à-dire 60% de la population africaine, œuvre dans le secteur agricole. C'est pour dire que nous avons déjà
des facteurs de production qui sont en place. Ok. Il faut tout simplement une bonne politique, mettre des moyens et commencer par booster la productivité agricole. D'accord. C'est qui va nous oui, éviter aussi des importations qui nous coûtent des milliards chaque année parce que c'est dramatique avec autant de potentiel. Franchement, oui. Importer à manger, Oui. c'est dramatique. C'est aussi dramatique que malgré ces potentiels, nous avons un Africain sur 5 qui ne mange pas, Ah, c'est très très qui grave. sont dans une situation de malnutrition. C'est pour dire que c'est un secteur où nous avons de potentiel et où si nous faisons de bonnes politiques, ça va nous permettre de réactiver les circuits économiques et aller vers la véritable transformation qui est l'industrie. D'accord. Je reviens sur un fait que vous avez notamment évoqué. Vous avez dit que la croissance démographique pourrait être un danger plus tard si cela ne se gère pas et vous avez parlé de la main-d'œuvre abondante. Dans quel sens vous trouvez que cette croissance démographique pourrait être dangereuse plus tard? En 1950, la population africaine s'élevait à 275 millions d'habitants, Ok. c'est-à-dire 10% de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard, Ok. avec un taux de pauvreté estimé à 43% selon la Banque mondiale. Mais la plus grande menace qu'aucune civilisation à travers l'histoire du monde n'a eu à faire face, c'est le dédoublement d'une population sur seulement 25 ans. Parce que d'ici 2050, nous aurons une population qui s'élève à 2,4 milliards, c'est-à-dire le quart de la population mondiale. En 2050, une personne sur 4 sur Terre sera africain. Waouh, ok. Et si cette croissance démographique croise des États faillis, des économies extraverties, Ah ouais. des économies faibles, ça sera une précarité sociale immense, mais surtout, ça sera un désordre social Oui. profond, ce qui va créer On est carrément en train d'aller vers un désastre démographique, je peux Tout à dire. fait. Oui. Donc, toute cette population qui arrive doit croiser une bonne dynamique, c'est-à-dire des États qui sont capables de financer l'accès aux services de base, des États qui sont capables de leur offrir des opportunités économiques, de l'emploi. Mais si cette masse, cette population ne croise pas des États capables, eh bien, la société, tout simplement, va se retrouver dans une phase de décadence. Ok. Parce qu'il y aura de la pauvreté. Et avec cette immensité de la population, c'est la délinquance, c'est des rébellions, c'est la catastrophe. Oui, je vois. Donc, c'est une menace que les jeunes doivent avoir à cœur pour comprendre que nous avons l'obligation de réussir. Parce que si notre génération échoue, ça sera la décadence de la civilisation africaine. Ok. Nous ne devons pas porter cette responsabilité historique d'être la génération qui a laissé sombrer le continent. Exactement. Voilà pourquoi oui. nous devons tous nous mobiliser pour faire en sorte que nous soyons la génération qui, dans un moment difficile, face à des menaces compliquées, s'est mobilisée Pour et a pouvoir- changé les cours de l'histoire. Voilà, exactement. Ça soulève même l'urgence que vous avez évoquée, celle des questions actuelles qui doivent être traitées urgemment. Et Tout à fait. Ouais. Parce que c'est que les politiques d'aujourd'hui ne comprennent pas. En ne répondant pas aux besoins des populations actuelles, ils ne préparent pas le défi de demain. Donc déjà, nous avons du mal à prendre en charge des populations qui sont là, et avec le dédoublement qui va avoir lieu dans 25 ans, si nous ne faisons pas une anticipation de tout cela, nous allons nous retrouver dans un cadre dépéri. La nouvelle génération doit comprendre que nous avons une lourde responsabilité qui consiste à éviter cette décadence-là. Et pour cela, nous devons agir d'une manière efficace et très rapidement. D'accord. Vous avez évoqué comme première solution de miser sur le secteur agricole. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, précisément au Congo, le système éducatif encourage ce genre d'initiative? Disons, est-ce que les jeunes sont suffisamment formés pour le monde entrepreneurial, disons, surtout dans le secteur agricole? C'est une très bonne question parce que la mentalité congolaise, pour ne pas dire africaine,
conduit les jeunes à croire que la réussite s'inscrit dans la bureaucratie. Ce qui n'est pas vrai. Donc il faut faire évoluer les mentalités et faire comprendre que par la terre, on peut faire fortune et avoir accès à une réussite économique. Et je pense que, d'une manière globale, les systèmes éducatifs doivent former en fonction des besoins de nos économies. D'accord, ok. C'est très intéressant ça à évoquer. Parce que nous avons des secteurs où nous avons énormément de potentiel, mais où nous n'avons pas de main-d'œuvre suffisamment formée. Exactement. C'est à chaque pays de voir dans la perspective quels sont les secteurs qui vont porter la résurrection économique, Oui. pour dire ces mots, et comment ils peuvent anticiper et déjà réformer les systèmes éducatifs. Et l'autre point, les Essentiel. systèmes éducatifs aujourd'hui Oui. ne forment pas suffisamment de conscience africaine. Oui, ça c'est un point que nous évoquons vraiment beaucoup et c'est pour ça même qu'on fait ce forum, pour essayer d'amener les jeunes à se réapproprier la situation actuelle de nos pays ici en Afrique. Tout à fait. Nous avons un système qui est assez extraverti, avec de notions qui souvent viennent d'ailleurs. Oui, on apprend des guerres d'ailleurs, mais ici on ne sait pas C'est trop. compliqué. Nous devons africaniser notre système éducatif pour former des consciences africaines, des gens qui savent qui De quoi ils il est sont, vraiment question. quelle est la substance de leur identité, mais en même temps avoir de l'intelligence en réformant pour former des gens par rapport aux besoins économiques. D'accord, ok. C'est très très bien expliqué comme d'habitude. Vous avez noté la première solution qui était de miser sur le secteur agricole. Est-ce que vous en avez d'autres des solutions à proposer à part celle-là? Comme je l'ai dit, c'est pas la seule solution, naturellement. Mais il faut avoir un point de départ. Ok. Et pour moi, c'est le point de départ. Mais à part la productivité Dans le secteur agricole, économique. nous devons aussi foncer sur l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, l'industrialisation représente seulement 10% du PIB africain. Ok. Alors que c'est les secteurs qui génèrent le plus des emplois. D'accord. Si nous voulons absorber la population active qui arrive aussi en masse compte tenu de la croissance démographique à venir, Oui, c'est ça. nous devons aller rapidement dans le sens de l'industrialisation pour permettre l'absorption de ces populations-là. Donc, pour aller dans le sens de la transformation, de l'industrialisation, il faut des routes adéquates, il faut de financement, et il faut surtout l'énergie aussi, Oui. parce qu'on ne peut pas faire de l'industrialisation sans énergie, alors qu'aujourd'hui le taux d'électrification du continent est très bas. Ok. Ce qui montre que les États ne sont pas au rendez-vous. Et si les États ne sont pas au rendez-vous, les investisseurs également ne choisiront pas l'Afrique. Ah, d'accord. Donc ok. c'est aux États de se battre pour bâtir des cadres optimaux. Moi, je suis intrinsèquement libéral. Moi, je pense que c'est lui qui crée de la richesse et le secteur privé. Mais le rôle de l'État, c'est de bâtir un cadre qui permet au secteur privé de progresser d'une manière rapide et avoir de la rentabilité. Ok. Et en ce qui concerne l'industrialisation, les États africains doivent se battre pour former, parce que ça c'est un facteur important, il faut de la main-d'œuvre qualifiée, se battre aussi pour la production de l'énergie, parce que c'est l'énergie qui permet le fonctionnement des usines en ce qui concerne la transformation. Exactement, oui, oui. Donc tous ces défis-là, les États doivent se les approprier. Et moi je pense que la classe politique actuelle ne va pas changer d'un coup et s'engager sur ces questions-là. Voilà, je pense que c'est la exactement. nouvelle génération De s'en de se charger. rassembler, de travailler collectivement Oui. sur un projet qui va permettre d'aller dans ce sens
et réussir l'industrialisation. D'accord. Vous avez dit qu'il fallait de l'énergie. Et par rapport au changement climatique et tout ça, quel genre d'énergie on devrait privilégier pour cette industrialisation-là? Comme je l'ai déjà mentionné, faire la promotion des énergies renouvelables, Ok. mais aussi de l'énergie hydroélectrique. D'accord. Et dans ces domaines-là, nous avons un potentiel immense, Mhm. même dans le secteur des énergies solaires. Mhm. Nous avons énormément de potentiel. Mhm. C'est pour dire que le potentiel, il est là. Mhm. C'est à nous de nous battre pour transformer ces potentiels en richesse réelle. D'accord. Vous avez vraiment évoqué cette nouvelle génération et son rôle futur pour jouer dans le développement. Et quelle est la place du panafricanisme dans toute, disons, cette évolution-là à laquelle cette nouvelle génération est appelée? Quelle est la relation entre la nouvelle génération et le panafricanisme actuellement? Peut-être avant, vous pourrez rappeler pour nos auditeurs de quoi il est question d'abord dans le panafricanisme et pourquoi cela devrait être évoqué sur les questions de développement à venir. Je suis convaincu que le destin de pays africains sont liés. Ok. Je pense que nous formons civilisation. Et le panafricanisme a été les centres de gravité de luttes qui ont été portées par le peuple noir. D'accord. Notamment la lutte pour l'affirmation de notre identité, la lutte pour les indépendances. Mais sauf que tout ceci s'est inscrit dans une dynamique de révolte. Ok. Ce panafricanisme a rassemblé des populations Très exploitées, révoltées et qui se sont battues pour leur liberté. Oui. Et aujourd'hui, nous devons changer de logiciel tout en gardant la substance profonde. Ok. Nous devons promouvoir un panafricanisme bâtisseur. Nous ne devons plus nous rassembler pour pleurer ensemble, pour dire voilà, l'impérialisme, les Américains, les Chinois nous exploitent. C'est le moment de nous rassembler sur une note positive, Ok. en disant qu'avec le moyen que nous avons, le potentiel que nous détenons, que la liberté arrachée dans la peine par les générations qui nous ont précédés, qu'avec tout cela, nous allons bâtir une nouvelle Afrique. Ok. D'accord. Un panafricanisme qui s'inscrit dans une positivité et non ces replis, ces révoltes imaginaires Mais qui au final ne donne qui rien. au final ne nous Ouais. permet pas de vivre D'avancer. mieux. Ouais, donc on C'est est le plus dans la moment- plainte. C'est le moment de nous rassembler, Oui. non pas pour se plaindre, mais pour construire. D'accord, ok. C'est une question que j'évoque vraiment parce qu'on a parlé du fait que les jeunes n'étaient pas assez conscientisés sur les questions africaines. Et c'est vraiment l'occasion d'évoquer un courant comme celui du panafricanisme dans cet épisode pour qu'au moins ils soient conscients de ce fait-là qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais que je pense que beaucoup de jeunes ne connaissent même pas. Ils n'en connaissent même pas le sens. Et je pense qu'en évoquant une sorte de... comment on va dire, donner une nouvelle nature à ce panafricanisme, comme vous l'avez notamment évoqué, va jouer aussi sur le renouvellement des mentalités de ces panafricanismes Exactement. d'aujourd'hui. Et il y a un projet très intéressant de l'Union africaine, une organisation qui est très souvent critiquée, parfois avec raison. Oui. Mais s'il y a un mérite, ils ont travaillé sur un projet qui s'appelle Agenda 2063. Ok. C'est un projet qui retrace comment la nouvelle génération Mm. peut faire de cette Afrique une terre d'opportunités, de prospérité. Nous devons nous approprier ces projets-là. Mais Oui. pour que ça fonctionne, il faut déjà que dans chaque pays, que les gens puissent être à la hauteur des enjeux. Oui, c'est ça. Ok. Très intéressant à savoir, juste à quelques minutes de la clôture de cet épisode. Maintenant, j'aimerais quand même évoquer l'environnement international, parce qu'on a vraiment parlé de l'Afrique et tout ça, mais internationalement parlant, c'est vrai que les autres ne vont pas nous regarder faire. Alors, l'environnement international aujourd'hui, la jeunesse va devoir surmonter des défis à son époque, aujourd'hui, disons, et dans le futur. Mais c'est dans quel environnement international que tout ça va se passer? Comment vous l'évaluez et comment ça peut jouer sur cette marche vers le développement?
L'environnement international est un facteur important dans l'évolution de pays. Ok. Si nous prenons le cas de la révolution industrielle en Europe, ça s'inscrit dans un cadre international. Ok. Et le continent, aujourd'hui, bien sûr dans une difficulté sur beaucoup de thèmes, se retrouve dans un cadre international complexe, dynamique, mais surtout qui constitue une opportunité. Ok. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où personne ne domine. D'accord, ok. Nous avons une forme de rééquilibrage entre l'Occident et le Sud global. D'accord, comment vous l'expliquez ça? C'est-à-dire que l'Occident a dominé le monde pendant 5 siècles. Cette domination, nous l'avons subie de plein fouet. Oui. Avec l'esclavage, la colonisation, le colonialisme. Et aujourd'hui, cet Occident ne domine plus le monde parce qu'il y a d'autres puissances qui se sont affirmées. Exactement. Notamment la Chine, la Russie, l'Inde. Toutes ces puissances donnent lieu à une recomposition géopolitique qui permet une forme de répartition de la puissance. Ok. Et dans ce cadre-là, il n'y a aucune puissance qui, dans sa souveraineté, ne peut imposer son agenda à d'autres pays, comme ce fut le cas au XXe siècle. Et l'Afrique, aujourd'hui, doit saisir cette opportunité. D'accord, ok. Parce que ça nous permet d'être dans une forme de liberté, pas totale, mais dans une forme d'élargissement de marge de manœuvre dans ce que nous pouvons mener comme action. Parce que nous ne faisons l'objet d'aucune domination structurelle. Ok. Donc, si on peut résumer, l'environnement international est plutôt favorable à cette initiative du changement qui peut être amorcée par la jeunesse africaine. Je ne dirais pas favorable parce que chaque État défend ses intérêts, mais c'est un cadre où il n'y a aucun acteur qui exerce une domination intense qui peut nous empêcher de nous développer comme ce fut le cas avant. Nous sommes dans un cadre où différents acteurs se sont affirmés et ça laisse de l'espace à d'autres qui veulent s'affirmer. Et c'est à nous de nous approprier cet espace en défendant nos intérêts, mais aussi en conduisant des changements profonds dans nos propres pays. Parce que c'est de la transformation intérieure qui provient l'influence extérieure. Ok, donc je vois maintenant pourquoi le choix du mot opportunité, plus précisément. C'est une opportunité, mais pas un boulevard, parce que les États demeureront féroces dans la défense de leurs intérêts. C'est à nous d'être à la hauteur pour défendre correctement nos intérêts. Parce que contrairement aux générations précédentes qui étaient dans un cadre d'esclavage, de colonisation, nous sommes dans un cadre où nous avons de marge de manœuvre d'agir en faveur de notre développement et de défendre nos intérêts. C'est à nous de faire parce que si nous ne les faisons pas, naturellement, les autres essaieront de nous malmener autant qu'ils peuvent. Ok, donc la jeunesse d'aujourd'hui est plutôt avantagée par rapport à la génération précédente qui a subissé en fait cette domination occidentale. Exactement, et nous pouvons prendre un cas concret qui les démontre, c'est le cas de la France. La France, après les indépendances des pays africains, avait une influence terrible sur ses colonies, avec la fameuse France-Afrique. Oui. Il pouvait décider qui sera chef d'État, chef de l'opposition. C'est eux qui dirigeaient en vrai ces pays. Mais aujourd'hui, cette même France a été incapable de maintenir son ambassadeur au Niger quand le président Bazoum a été écarté. C'est pour dire que tous ces pays qui ont jadis dominé le monde sont désormais limités. Et ils n'ont pas la puissance des frappes pour nous bloquer sur des questions stratégiques. Mais c'est à nous d'être sérieux pour profiter de cette opportunité et défendre nos intérêts et prendre notre place dans le concert des nations. D'accord, ok.
Voilà, donc ça c'est déjà un point sur l'environnement international. Je reviens un peu sur l'environnement national. Qu'est-ce que vous répondrez à une personne qui dirait que pour que la RDC ou alors l'Afrique soit développée, il ne faut plus miser sur une sorte de démocratie mais une dictature entre guillemets. J'ai vu certains l'évoquer, mais qu'est-ce que vous répondriez disons à ce fait-là ou alors à cette affirmation? La démocratie n'a pas fonctionné correctement sur le continent. Et je comprendrais quelqu'un qui serait Là, pessimiste dire, en oui, disant que il faut une ça ne dictature. fonctionne pas, d'ailleurs ça vient d'ailleurs. Ouais, beaucoup évoquent d'ailleurs l'état de, disons, lorsque Mobutu, disons dans notre situation au Congo, beaucoup disent qu'il faut revenir à l'époque de Mobutu, il y avait beaucoup de choses qui marchaient parce que précisément il y avait la dictature. Vous répondez quoi à ces gens-là? Je réponds à ces gens que malgré tout, il faut rester démocrate. Ok. La démocratie, c'est ma conviction, est le modèle adapté en ce qui concerne les défis qui sont les nôtres. Parce que la dictature, c'est bien sûr la promotion de l'ordre, de la brutalité, au nom peut-être de l'intérêt général, et parfois il y a des mauvais dictateurs. Oui, c'est ça. Mais la dictature ne permet pas l'expression de la diversité. Ok. Et pourtant, la singularité de l'Afrique. L'Afrique est structurellement dans une dynamique de diversité. Ok. Nous sommes de nations mosaïques. Par exemple, notre propre pays, nous avons des Louba, des Kouba. Et si nous avons une dictature Louba, à un moment donné, il y aura des gens qui vont se sentir écartés, c'est ça. exclus. Et s'il n'y a pas de démocratie, le seul moyen pour changer, pour s'exprimer, sera la violence. Oui, c'est ça. Et ceci va nous ramener en arrière. Voilà pourquoi nous devons prendre de la hauteur et être à la hauteur de la démocratie. Ok, d'accord. Parce que la démocratie permet l'expression de toute la nation, de toute la diversité. Ok. C'est à nous d'être beaucoup plus matures pour appliquer d'une manière correcte cette démocratie. Parce que même nous, les jeunes, si demain nous voulons changer cette Afrique, nous allons passer par la démocratie. Ok. Nous n'allons pas nous rassembler en prenant des armes et des couteaux pour aller... Mais non, Oui. nous allons nous rassembler autour des idées, autour d'un projet, aller parler au peuple pour leur dire que voilà, nous pouvons faire différemment. Ok. Et ça passera par la démocratie. D'accord. Je pense que la démocratie est le bon modèle parce que justement, c'est un modèle qui permet le changement avec intelligence. Et l'apport de tous. Et l'apport de tous, la participation collective. Ok. Oui, en fait, c'est comme si on quittait le je m'impose à l'union fait la force, entre guillemets. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est déjà sur cette dernière question qu'on va se séparer pour cet épisode. Juste pour finir et pour clôturer l'épisode en beauté et surtout en faisant éclater une sorte de, je ne sais pas, une part de votre personnalité parce qu'on a vraiment vu Pamphile le politicien ou alors le futur politicien. On va parler du chercheur en relations internationales et tout ça. En 3 mots, comment vous pouvez résumer cette vision, tout ce que vous nous avez évoqué? En 3 mots, vous le faites comment? Le premier mot, c'est l'espoir. Ok. La jeunesse ne doit pas laisser la situation actuelle comprimer sa capacité à espérer. C'est le point de départ. Okay. Nous devons croire profondément, avec conviction, que cette Afrique nouvelle, nous pouvons la bâtir. Ok. Le deuxième mot, c'est le travail. Bien sûr, c'est bien d'espérer, de vouloir, mais il faut aller chercher les choses. Oui. Et ça va passer par un travail complexe, intense, mais nous devons mener ce travail avec courage. Ok. Et naturellement, c'est le troisième mot, c'est le courage. Parce que dans la vie de tout un chacun, les jeunes Africains traversent une situation compliquée où personne ne sait où il en sera dans 5 ans, 10 ans. C'est ça. Et personne apparemment ne veut prendre le risque. Les gens ont peur, ils se disent c'est possible que j'échoue, c'est possible que je sombre dans la pauvreté malgré mes compétences, mon talent. Si je vais en politique, on va me tuer. Tout à fait. Oui. Et à tout ça, il faut opposer le courage. Parce que nous devons faire en sorte que cette Afrique puisse être revitalisée, que cette terre puisse être une terre d'opportunité, une terre de paix.
pour que nos enfants puissent vivre dans un cadre propice Ok, et pas dans une civilisation au bord du gouffre. d'accord. C'est une très parfaite manière de conclure cet épisode du forum Savoir et Agir. Nous vous remercions Pamphile d'avoir répondu à notre invitation dans ce forum pour parler des enjeux et responsabilités de la nouvelle génération africaine. Juste avant de finir, on veut aussi rappeler que vous sortez un livre très bientôt. C'était la petite surprise de la fin d'épisode. Parlez-nous un peu brièvement de ce livre qui va sortir. Merci de le mentionner. Dans 2 ou 3 mois, peut-être moins, nous allons publier un essai, un livre, qui parle de l'Afrique, mais avec le regard d'un jeune qui appelle ses compatriotes, ses frères et sœurs africains, à la mobilisation. Parce que les dangers qui nous guettent est sérieux. Et c'est la menace démographique. Nous devons être à la hauteur de cette responsabilité. Parce que si nous échouons, comme je l'ai dit, ça sera la décadence. 25% de la population mondiale sur un continent qui a des États faillis, ça sera la catastrophe. Oui, franchement. Et cet essai, pour moi, c'est un appel à tous les jeunes pour leur dire d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être pessimistes, de s'attacher à leurs rêves et d'avoir le courage d'aller dans un cadre collectif pour travailler ensemble sur un projet qui fait la promotion de solutions qui permet la réalisation des rêves de chacun d'entre nous. Cet essai, c'est un appel à la mobilisation. C'est un appel à l'espérance, un appel à l'action pour enfin bâtir cette Afrique nouvelle, pour bâtir ces Congos nouveaux, parce que comme je l'ai dit, c'est ma conviction, une autre Afrique est possible. Voilà, merci beaucoup. Espoir, travail, courage, c'est par ces 3 mots que nous allons finir enfin cet épisode. Nous rappelons que le forum Savoir et Agir est actif sur X et c'est là que vous aurez tout ce qui est retour. Si vous avez besoin de poser des questions à Monsieur Pamphile, bien sûr, il sera ouvert à y répondre. Vous pouvez commenter, vous pouvez retweeter, réagir et nous serons là pour essayer d'allonger cette discussion qui était vraiment riche, mais que nous devons malheureusement essayer de reconvertir en une conversation d'une 30aine de minutes. Donc merci à vous Pamphile et aux auditeurs, je dis à la prochaine pour les autres épisodes du forum Savoir et Agir où des jeunes seront présents pour parler de leurs idées ou alors de leurs accomplissements, de leur savoir, toujours dans le service du développement africain.